C'est la première maison qu'on a visitée et dès la première visite, c'est celle-là qu'on voulait. Elle est justement isolée, c'est ce qu'on voulait. Il y a du terrain, il y a des dépendances. Il n'y a aucun vis-à-vis. J'ai toujours aimé la nature et je me voyais plus dans un endroit avec du terrain que dans un petit pavillon accolé à d'autres maisons, quoi. Il y avait énormément de travaux, mais on était jeunes, on savait qu'on irait jusqu'au bout, quoi. C'est notre tort, donc on ne s'est pas soucié des projets qu'il y avait autour. Au départ, j'avais cette impression que c'était une énergie propre. Je me disais pourquoi pas. Quand on la voit au loin à des kilomètres, déjà ça fait pas de bruit. Visuellement, de très loin, c'est tout petit. Bon, moi ça me gêne pas. Mais c'est vrai, quand t'as un champ juste à côté de chez toi, tu te rends compte que c'est plus la même perspective, quoi. Quand je me couche, je l'entends. Quand je me lève, j'ai ces effets d'ombre. On n'a aucun moyen de les arrêter, donc on subit. La seule chose qu'on nous ait proposé, c'est de mettre des arbres en face de nos fenêtres. Et de nous dire que ça faisait le bruit d'un lave-vaisselle en fonctionnement. Bon, ce à quoi on avait répondu qu'on ne vivait pas en permanence avec le lave-vaisselle allumé, quoi. Ça fait 10 ans qu'on travaille tous les jours pour construire ce qu'on a construit. Et du coup, non, je suis pas prêt à renoncer à tout ça parce que on a des gens qui veulent faire de l'industrie à côté de chez nous, quoi. Et un jour, en travaillant dans le jardin, j'entendais frapper. Et je me disais, il y a du monde qui travaille dans le bois, ils font du bois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ils font du bois en permanence, ils continuent. Et au bout d'un certain temps, j'ai fini par m'apercevoir que ce n'était pas des bûcherons qui étaient dans le bois, c'est les machines qui claquent. Et on les entend de la maison. Ah, il a déjà quelques années de fonctionnement, ce parc de Quesnoy. Il y a un phénomène d'usure, je suppose. On a un bruit d'éolienne aujourd'hui quasi permanent, plus ou moins fort suivant les moments, mais qui est là, qui est présent. Au départ, sur les toutes premières éoliennes qui sont arrivées en contrebas, on a réagi positivement. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que d'un projet, c'était 2 projets, et puis 3 projets, et puis on a vraiment l'impression qu'elles avancent. Quoi qu'il arrive, avec le temps, elles se rapprochent, le bruit est de plus en plus fort, et aujourd'hui, on est obligé de se battre pour ne pas les avoir à 500 mètres de la maison. On est venu construire ici parce qu'on était à l'écart du village, mais le fait d'être sur le plateau, on les prend complètement en pleine face, ces éoliennes. On est complètement impacté. Le problème, c'est la quantité qui s'installe. Elles sont concentrées là sur la Somme et en particulier là sur notre village. Ça pourrait peut-être être un peu plus réparti sur l'ensemble du territoire.
C'est très difficile à expliquer cette sensation d'être envahi par quelque chose. Une présence qui s'impose malgré nous. Aujourd'hui, on les a sur le pignon de la maison. Demain, on sait qu'on va les avoir juste en face. Elles seront chez nous, avec nous. On aura cette ombre qui va passer sur notre table du matin. C'est au moins 15 kilomètres. Non, attends, on a quand même cet espace-là qui nous restait. Oui, bah là, oui, ça va être... Là, je suis en train de tout boucher. T'as beau retirer les 3 premières éoliennes qu'il y a devant. Bon. J'ai beau être écologiste dans l'âme, là, concrètement, j'ai pas envie de vivre dans une zone industrielle. Au niveau concentration, on était, même il y a quelques années, on était déjà au niveau Hauts-de-France et Somme, on était au même niveau que l'Allemagne, Danemark et tout ça. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dépasser tous ces pays-là. Comment réagirait n'importe qui si on lui dit un jour, bon, effectivement, vous êtes malade, mais on va continuer de vous rendre malade. C'est exactement ce qui se passe. Voilà, il y a un truc qui ne va pas, mais on continue. Vous savez que vous arrivez sur ce territoire quand vous venez de la région parisienne, puisque d'un seul coup, vous avez ces dizaines, ces centaines de mâts qui vous sautent à la figure. Vous ne voyez que cela. Je ne pense pas qu'une personne sensée pourrait se dire « Tiens, nous arrivons à la campagne ». Par définition, on entre dans une espèce de gigantesque usine à fabriquer de l'électricité. Et évidemment, c'est extrêmement perturbant, quoi. Une machine comme ça, donc il y a un socle à la base qui fait aux alentours de 1500 tonnes de béton armé. En termes de volume, c'est de l'ordre de 800 à 900 mètres cubes. C'est le volume d'une piscine olympique. Hein. Et ça, il est très peu probable qu'on puisse jamais retirer ça, contrairement d'ailleurs aux allégations des promoteurs, parce que c'est tellement solide. Et on le conçoit, hein, quand on a un engin de cette taille qui est soumis au vent, il faut vraiment que ce soit très, 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 très solide. On voit en noir les éoliennes qui sont construites, en rouge celles qui sont à l'instruction. Et donc là où les choses deviennent intéressantes et je dirais aussi affolantes, c'est que lorsqu'on dézoome, hein, par exemple, on voit qu'autour du village, donc il y a déjà 399 éoliennes construites et 100 qui sont à l'instruction. Et si on se déplace comme ça, vous voyez, on arrive à des chiffres qui, quelquefois, sont proprement affolants. Hein. C'est vraiment affolant, quoi. Nous sommes au cœur d'une région où on pratique l'agriculture intensive, avec toutes ces dérives. Hein. Et l'éolien trouve sa place là-dedans, malheureusement. Ouais, enfin, c'est une conséquence de tout ça, malheureusement, je crois. Lorsque vous avez un environnement qui est extrêmement dénaturé, comme c'est le cas chez nous, effectivement, les habitants de ce territoire n'ont plus ce souci de l'environnement, ils sont prêts à accepter tout, y compris l'inacceptable.
suis né dans la ferme à côté, là, chez mes parents. Il y avait dans le village de Rubempré un peu plus de 50 exploitants agricoles. Alors qu'aujourd'hui, il en reste 4 à Rubempré et 4 à Septenville. Le village est devenu plutôt une cité résidentielle. Les gens partent le matin, ils reviennent le soir. Le samedi, ils sont là, c'est pour tondre la pelouse. Le dimanche, ils partent se balader quelque part. C'est des résidents, mais c'est devenu surtout une cité dortoir, quoi. Il disparaît un département tous les 10 ans de terres agricoles. Des surfaces énormes sont parties pour de l'aménagement urbain. Donc, l'éolien, c'est un petit détail, hein. C'est des promoteurs qui sont venus, ils ont présenté le projet, et puis on a signé une promesse de location. Alors l'indemnité à l'époque était de 9 000 € à partager entre le propriétaire et l'exploitant du terrain. Donc comme je suis les deux, les 9 000 € ce serait pour moi. Dans d'autres pays, ça se passe très bien et les gens ne sont pas contre. Mais en France, on râle pour tout, on conteste tout. Il suffit qu'il y ait un projet, et le projet il est forcément mauvais, il y a toujours une base de gens qui sont contre. Comme tout, il faut le faire chez les autres, mais pas chez nous. Alors l'éolienne numéro 1 va se trouver à peu près au milieu de la parcelle. La troisième, un peu plus loin au niveau du bosquet, la quatrième pratiquement sur la route de Villers-Bocage. On peut regretter qu'il y ait des implantations d'éoliennes, mais si on regarde le village qui fait 300 hectares, combien d'hectares de terres agricoles ont été mutés en zone pour faire des hangars, comme on voit là-bas, ou comme les hangars qui sont construits là-bas. C'était avant des zones purement agricoles. Bon, au point de vue touristique, c'est un plateau. Il est arboré, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'implantation de quelques éoliennes comme on peut voir là-bas qui va forcément détruire le paysage. Ce n'est pas un site forcément agréable au regard, c'est tout à fait une plaine de plaine. Moi qui laboure et qui passe des journées complètes dans mon tracteur, je regarde les éoliennes tourner. C'est un moyen de distraction comme un autre. Pourquoi pas ? Moi, je suis agriculteur depuis pas mal d'années. J'ai été contacté en 2008 pour installer des éoliennes là à 1,5 km de la maison. C'est un projet que j'ai soutenu puisque j'ai accepté qu'une éolienne soit sur une parcelle que j'exploite. Je perçois un loyer, mais moi je perçois que 1 700 €. Hein. C'est pas un gros loyer. À l'époque, les loyers n'étaient pas trop élevés. C'était plus le côté où l'éolien pouvait produire de l'énergie sans polluer, quoi. De toute façon, même aujourd'hui, que les éoliennes soient là devant la maison, c'est pas ça qui me perturbe. Ce qui me dérange, c'est le champ magnétique qui a été provoqué.
J'avais un élevage laitier avant l'arrivée des éoliennes qui était composé de 120 vaches laitières et de 300 bêtes. Tout fonctionnait bien, avec une production qui était bonne, une qualité du lait qui était correcte. Tout allait bien, quoi. J'avais un salarié agricole. Et puis, ils ont mis en route les éoliennes au printemps 2011. Dès la mise en route, on a commencé à avoir des soucis. Et en 2013, ils ont agrandi le parc pour passer à 24 éoliennes. Et là, la descente aux enfers, on s'est retrouvé avec des vaches qui se tarissaient au bout de 3 mois. Très vite, ils se descendaient à 10 litres de production par jour. Avant les éoliennes, on était à 32 litres. En 2016, j'avais des bêtes à vendre, quoi. Et parce qu'elles venaient de mon exploitation, les gens ne voulaient pas, quand ils entendaient parler de mon nom, j'étais le pestiféré. Mes bêtes étaient des pestiférés parce que j'avais des bêtes malades. Mais en fait, je n'avais pas des bêtes malades. J'ai un site qui est malade. Moi, j'ai pris contact avec le parc éolien. Et la solution qu'ils nous ont proposée, c'était de faire passer à un ingénieur géologue. Et c'est lui qui nous a mis en évidence la corrélation avec la rivière souterraine. Donc tout le champ magnétique et les déperditions électriques sont conduits jusqu'à l'exploitation par cette rivière souterraine. Le champ magnétique perturbe les animaux dans leur consommation d'eau, dans leur comportement. Moi, j'avais des animaux qui étaient devenus bizarres dans l'hangar, qui couraient, qui se cognaient bientôt dans les murs. Et donc, pour pallier un petit peu au comportement des animaux, maintenant, je leur mets de la musique en permanence, une radio, quoi, quelconque. Mais c'est pas logique, c'est des bricolages. Alors, on est en phase d'enquête publique. Alors, l'enquête publique, d'une part, le commissaire enquêteur que je suis est désigné par le tribunal administratif, donc on n'a rien à voir avec qui que ce soit, on est complètement indépendant. Tout le monde vient donner son avis. J'ai des avis défavorables, des avis favorables. Donc moi, je vais en avoir plus d'un côté que de l'autre. Je vais en faire la synthèse. Oui, mais c'est pas la quantité c'est la qualité qui prime. Et donc moi, j'émettrai un avis. Favorable, défavorable, et la préfète prend la décision. Ouais, donc moi je suis pour le projet éolien. Non pas parce que je suis agriculteur et que je vais passer à la caisse, qu'on me le reproche un peu trop souvent, mais parce que, si vous voulez, l'éolien c'est une solution d'avenir. Et l'éolien, même si c'est pas merveilleux, même si c'est une partie de la contribution aux énergies qu'on va pouvoir perpétrer dans le temps, parce que le vent, je pense qu'il est là depuis longtemps, puis il y sera encore un moment. Ouais. Le problème, c'est que beaucoup des gens qui sont contre, ils sont contre parce que c'est pas beau. C'est un argument qui est un peu léger. Les problèmes d'esthétique... Qu'est-ce qui est beau? Ouais. Il s'est avéré que depuis 10 ans, puisque ça a 10 ans ce projet-là, moi j'ai réfléchi depuis 10 ans.
Et moi, je me dis une chose, le prix du gaz, il a augmenté, multiplié par 4 en un an de temps, là. Alors, le prix du pétrole, il a aussi doublé en un an de temps. Donc, on a quoi comme chose pour compenser tout ça? Alors, on a beau être critiqué les éoliennes et nucléaires, et moi, je me dis, si on mettait une éolienne, on avait du courant de produit. Moi, je consomme bien l'électricité dans ma maison. Hein, j'ai des volets roulants, j'ai des portes de garage et des fours. Il faut que j'accepte qu'on produise du courant quelque part. Après, les critiques des éoliennes, c'est que ça fait pas beau. Hein. L'autre jour, c'est ce que les gens disent, ça fait haut, machin, bidule. Une autoroute, c'est pas beau non plus. Et pourtant, on accepte les autoroutes, on accepte les rocades. On accepte la zone industrielle à Villers-Bocage. Il y a 15 ans, la zone industrielle à Villers-Bocage, c'était que des champs agricoles. Aujourd'hui, il y a aussi des hangars, il y a aussi des phénomènes d'érosion du sol, des phénomènes d'inondation à cause de cette zone industrielle. Et puis finalement, on l'accepte. Donc, ma foi, une éolienne, c'est pas pire que ça, quoi. Moi, je trouve que là, on est allé trop loin. Okay. Un petit peu partout, dans les départements des Hauts-de-France. Donc, au niveau du paysage, j'indique que moi, ça me gêne. Et puis, voilà, j'ai racheté la maison de mes grands-parents, je fais des travaux dedans, je me pose la question de la décote immobilière. Je peux pas me permettre de prendre un risque pour mes enfants, c'est pas possible. Quand on investit dans une maison, on a toujours l'espoir, hein, sauf catastrophe naturelle, de la laisser à ses enfants et qu'ils puissent en tirer un profit. Aujourd'hui, vous investissez n'importe où dans l'immobilier. Vous ne pouvez pas dire dans 15 ans, dans 20 ans... Là, je veux dire, là, au niveau du... Vous ne connaissez pas, mais là, depuis une dizaine d'années, il faut voir la construction qu'il y a eu autour de sur le canton de Villers-Bocage, la construction... Ça veut dire que l'immobilier est très porteur. Donc, la construction d'infrastructures, aussi bien des lignes haute tension à Poulainville, aussi bien la zone industrielle, aussi bien en termes de zone d'activité économique. Au bout d'un moment, stop. On a besoin de terre pour mettre une graine, pour pouvoir récolter des légumes. On a besoin, au bout d'un moment, c'est... Les zones d'activité, ça a permis la création d'emplois, des gens qui vont acheter votre viande, et puis... Je pense qu'au bout d'un moment, c'est stop, là, on peut plus... faut protéger le plus possible notre nature, et c'est pas en mettant des éoliennes, encore une fois, qu'on va résoudre le problème. Donc là, je vous signale que l'éolienne numéro 4 est placée à 335 mètres de 2 hangars, sur la route de Villers-au-Grand-Prix, où vivent, je dis bien vivent, environ 30 bovins l'hiver. Ça nécessite donc, monsieur, des heures de présence dans ces bâtiments. La distance entre les hangars et l'éolienne est bien en delà des 500 mètres requis. Mon fils qui exploite... Alors, si je peux faire un tout petit commentaire, parce que les 500 mètres, c'est pour les habitations. Oui, les habitations. Il y a quand même des gens qui viennent à ce hangar, quoi. Oui, mais comme il y a des gens qui travaillent au pied des éoliennes... J'entends. Moi, j'ai dit qu'il y a des bovins qui habitent, et il y a des hommes qui viennent habiter là, parce que, non, mais c'est facile de faire rire. Je suis d'accord, je voulais apporter simplement cette précision. Mais, monsieur, on ne va pas continuer d'élever des bêtes avec une éolienne au-dessus à 300 mètres. Il y a quand même des études qui ont montré qu'il y avait des troubles du comportement chez les animaux. Il y a l'étude, vous connaissez l'étude de l'ANSES. L'ANSES, c'est une étude... Oui, je sais. Entre la réalité sur le sol et la réalité dans les bureaux, elle est tout à fait différente. Aujourd'hui, sur l'exploitation, j'ai quelques animaux qui sont encore présents, mais il n'est plus possible de faire du lait. Tout ça, c'est tous des animaux pour de l'engraissement qui partiront à l'abattoir l'été prochain.
Normalement, un veau, il court, bah, tu vois, regarde, il court un peu, ils sont faibles. Et on le voit, il est maigre, il souffre. Et en fait, il n'arrive pas à lutter contre les microbes, quoi. Ils sont apathiques, quoi. Ils sont souffrants, en fait. Hein. Ils survivent. Encore un veau qui va mourir. Et là, c'est triste de voir ça, quoi. Enfin... Et ça, c'est une bête. Elle s'est tellement épuisée pour mettre bas qu'au final, elle est tombée à un endroit où c'était un peu boueux et elle n'a jamais eu la force de se relever. On en a eu, je dirais, des dizaines quoi, d'animaux comme ça où on ne peut rien faire, quoi. Moi, je n'ai pas totalisé complètement tout, quoi, mais je suis sûr que 300-400 bêtes de mortes, on les a eues, quoi. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas envie de compter plus que ça parce que c'est macabre, quoi. Moi, je ne suis pas du genre à faire de la dépression, mais on a beaucoup dans notre collectif d'éleveurs qui ont tenté de se suicider, quoi. Parce que bah, vous êtes démunis, vous êtes perdus, vous n'avez plus de crédibilité auprès des banques. Et donc, je veux dire, si on n'a pas une famille unie, eh ben, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est faire comme les animaux, quoi. De se laisser mourir, quoi. Bon, Yann, on va faire un petit point sur la procédure. Donc, le jugement date de janvier. Il nous est défavorable. Le tribunal considère que le lien entre l'activité du parc éolien et les problèmes sur l'exploitation n'est pas suffisamment démontré. Moi, je fonde pas mal d'espoir dans la communication de ce rapport du géologue, parce que on pourra peut-être s'en prévaloir, d'autant plus si l'opérateur l'a caché, quoi, ce rapport. Oui. Parce que jusqu'à présent, ils n'en ont jamais parlé, ils ont toujours dit plus ou moins rien, d'ailleurs. Rien, que ça n'existait pas. Ça n'existait pas, donc... Ils ont même dit que c'était un charlatan, quoi. Hein. Oui, alors qu'on sait que c'est un ingénieur géologue. Oui, que c'est un ingénieur géologue et que ce rapport existe. Donc on va le demander à nos adversaires. Et puis après, s'ils ne le communiquent pas, ben, la Cour pourra en tirer les conséquences qui s'imposent aussi. Et puis parallèlement à ça, on va essayer de répondre aux interrogations du tribunal, qui nous disent la ligne électrique, elle part des éoliennes, mais elle va dans l'autre sens, mais sauf qu'elle passe juste sous les courants d'eau souterrains qui vont sous votre exploitation, donc il faut qu'on le démontre ça plus précisément. De toute façon, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, puisque le parc éolien chez moi a une perturbation sur mon exploitation, mais d'autres parcs éoliens n'ont aucun souci et fonctionnent très bien sans avoir perturbé leur environnement, quoi. Donc je pense que là, il y a vraiment des études à faire préalables à l'installation pour éviter ce phénomène-là, quoi. Parce que on voit bien que c'est plus lié, je pense, au sol, à tout ça, quoi, qu'à la machine en elle-même, quoi. Et donc, je veux dire, l'État devrait prendre ses responsabilités, quoi. Et les études auraient dû être faites avant l'installation des parcs éoliens, quoi. Oui, vous avez raison. Et je dirais que j'espère qu'on va réussir à aboutir. Puis aussi vis-à-vis pour mes enfants, parce que ça a perturbé tout leur projet de vie, quoi. Il y a une vingtaine d'années de cela, j'étais secrétaire de mairie
dans plusieurs villages des environs. Et on a vu débarquer les promoteurs. Et ces gens-là sont venus en nous disant, voilà, on va installer des machines qui vont produire de l'électricité gratuite grâce au vent. Grâce à ça, on va fermer des centrales nucléaires. Vous allez en plus avoir énormément d'argent dans les communes, ce qui évidemment a intéressé beaucoup les élus, puisque nous sommes dans des régions, comme chacun le sait, très défavorisées. C'était presque la foire d'empoigne pour savoir qui allait avoir ces éoliennes, et les machines sont arrivées. On a vu émerger des machines qui, à l'époque, étaient plutôt petites, des machines qui faisaient 125 mètres. Aujourd'hui, ce sont des machines de 240 mètres qu'on installe. Donc, je ne suis pas venu seul. Je vous rassure, je ne suis pas promoteur éolien. Mais par contre, j'ai jugé nécessaire de prendre cet outil-là de manière à ce que vous puissiez comprendre un petit peu comment fonctionnent ces outils-là. Cette éolienne va fonctionner grâce à la vitesse du vent. Ça veut dire concrètement que pas de vent, ça ne tourne pas. Et donc vous avez une production qui va être extrêmement fluctuante, très aléatoire, pratiquement imprévisible. Ce type de matériel qui produit de façon complètement aléatoire comme ça, il faut compenser derrière. Ce qui doit assurer l'équilibre du réseau, ce sont ce que l'on appelle les centrales de backup. Et pour l'essentiel, les centrales de backup, elles fonctionnent au gaz. Vous voyez venir ? Donc, ayez ça présent à l'esprit, c'est-à-dire que quand on vous vend ces engins-là, en prétendant que c'est du renouvelable, que c'est de l'énergie gratuite, on se fout de vous. Ça, c'était le premier élément. Ensuite, et c'est ça qui est sans doute le plus inquiétant, vous avez derrière ça donc des fonds de pension. Alors vous avez des fonds de pension coréens, vous avez des fonds de pension australiens, vous avez des sociétés d'assurance. Et récemment, on a découvert, par exemple, vous avez une société comme Ikea. Pourquoi Ikea donc fait ça? C'est aussi parce que ça permet à ces gens-là de faire de l'optimisation fiscale. Et on pourrait en discuter jusqu'au bout de la nuit, parce que bon, il se trouve que malheureusement c'est un sujet que je maîtrise un petit peu. Mais l'éolien, il n'y a pas une once d'écologie. Ce n'est que de la finance. Un argument massu, pour moi, c'est vraiment le financement. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont financées avec de l'argent public pour aller dans des caisses de sociétés privées qui vont revendre de l'électricité. Donc c'est ça. Je te dis, les montants sont énormes. Moi, j'avais lu entre 100 et 150 milliards d'euros par an. Vu ce que ça draine comme argent, dans tous les cas, c'est des centimes qui sont jetés à la tête des... Ouais. Mais ça, c'est pour les particuliers. Après, pour la municipalité... Oui, nous, on était quoi, 30 000 nous, on était à 30... ils avaient annoncé 36 000 euros. 36 000 euros par an pour la mairie de Rubempré. Voilà, et après, il y avait une partie qui revenait aussi à la communauté de communes. La Comdécom aussi. Il y a une partie qui est repartie à la Comdécom. Ouais. Tout à fait. Et même s'ils nous annoncent, on vous donne 40 000 euros, oui, on peut refaire une salle des fêtes, on peut refaire une route, on peut faire, d'accord. Mais les éoliennes, elles sont là pour 15, 20, 30 ans. Et la nuisance, elle y est, ou peut-être plus, parce que s'ils refont, en général, au bout de 15 ans, quand elles sont plus trop bonnes, soit ils refont le parc éolien, soit ils le démantèlent, mais ils démantèlent et tu restes avec quand même des choses dans le sol, tu restes avec, enfin voilà, les nuisances, elles restent quand même. Après, on peut comprendre, moi je ne jette pas la pierre, tu as des toutes petites communes qui n'ont pas de budget, etc. Et pour eux, ça représente énorme. Donc après, on ne peut pas acheter la pierre. Ce qui est dommage, c'est que les promoteurs, ils jouent là-dessus parce que voilà, c'est ça qui permet de faire monter les projets. On passe à la délibération, qui est contre le projet. Moi, j'ai voilà, deux mains. Non, j'en ai deux. Ou deux. À l'unanimité, donc tout le monde est défavorable au projet des éoliennes. Donc on fera bien remonter cette
cette information-là au commissaire enquêteur. Voilà, donc c'est bien. Moi, ce que je recherche, c'est ce que j'ai donné à monsieur Emmanuel Macron quand il est venu voir sa grand-mère à Poix-de-Picardie. C'est ce que je lui ai donné. Et c'était ce qu'on disait, c'était que les habitants disaient non, les conseils municipaux disaient non, le député de la Somme qui disait non, le commissaire enquêteur dit non, la préfète dit non. Et il y a un recours. Et il y a un recours. Et il y a un recours du promoteur. Du promoteur. C'est vrai que quand les 18 sont arrivés, c'était un grand ensemble. On ne savait pas. On ne savait pas, on ne connaissait rien et on s'est dit, OK, c'est l'avenir, etc. Et maintenant qu'on sait, là, on se pose des questions. Et surtout qu'à chaque fois, ils nous vendent le truc, on est en alignement, mais aligné de rien du tout. Ça s'aligne sur rien du tout. Il faut venir la nuit ici. Il faut venir la nuit ici. C'est Roissy. Ça clignote de partout. Il y a un moment donné, on n'est plus à la campagne. Le passage migratoire. On est en plein dedans, évidemment, ils veulent mettre des éoliennes autour d'un bois. 83 espèces d'oiseaux. On le sait que c'est pas bien, donc le faisons pas tout de suite. Inventons autre chose. Qu'est-ce qu'on fait quand les éoliennes ne tournent pas? Ça reste une énergie intermittente. Exactement. Donc, qu'il y en ait eu, soit. Mais là, ça part en vrille dans la mesure où maintenant, comme les grands espaces, pour faire des séries de 10, 20 éoliennes, il y en a plus, dans la Somme, en tous les cas, dans notre coin, il y en a plus. Voir la carte, maintenant, ils s'attaquent à tous les petits carrés possibles et imaginés. Moi, le promoteur qui est venu ici, quand je lui disais, mais celle-là, vous l'avez vraiment mise au chausse-pied. Et il m'a dit oui, parce qu'il fallait que ça soit 500 mètres de machin, 200 mètres de là. Donc, il ne peut pas la décaler de 30 mètres. Sinon, elle n'est plus légale, son éolienne. Elle répond plus aux normes. On s'aperçoit que tous les propriétaires des terrains, c'est pas eux qui vont être impactés. Ils n'habitent pas ici. Donc c'est tellement facile d'aller embêter le voisin et de se casser et de dire c'est vachement mieux que le nucléaire. Ouais, mais pas dans ta ferme. Si t'en veux, mets-en dans ta ferme. T'as assez de terrain pour les mettre à côté de chez toi, mais pas à 482 mètres de chez moi, pas en pleine campagne. Il y avait un article dans le courrier des lecteurs à quelqu'un de Senlis qui nous reprochait... Oui, alors là, la bonne blague. Ça m'a fait bondir. Ah oui, ça fait bondir, parce que le sud de l'Oise, Senlis, ils n'en auront jamais. Jamais. Ils n'ont aucune nuisance. De toute façon, vous êtes déjà un paysage sacrifié, donc allez-y. La Somme, c'est là où on en a le plus en France. On en a 1050. Donc il y a un moment donné, stop, quoi. On les a, on va pas les détruire. J'ai pas un discours, on va tout casser. On les a, malheureusement, on doit les accepter. Ça nous a bien saccagé le truc. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Plus une seule. Et encore moins des donneurs de leçons comme quoi il en faut. Vous en voulez. Je sais qu'il y a des discours que je n'en ai pas, mais je veux plus. Mais plus chez nous. Plus chez nous. On ne va pas fournir toute la France en électricité, ou alors dites-le nous. Vous achetez, c'est ce qu'on se disait, c'est ce que je disais avec je ne sais plus qui, achetez des parcelles, achetez un département, je ne sais pas, achetez ma maison, virez-nous, et puis construisez plein de fermes éoliennes, si vous voulez, ou des usines d'éoliens, pour nourrir la France en électricité, mais que ça devienne un choix et que ce soit clair pour tout le monde. Mais arrêtez de bousiller tout ce qui nous entoure. Arrêtez de faire devenir nos terres rurales en industrie. Non, parce que le problème, c'est qu'il y en a 5 qui vont se monter là-haut. Hein. 5 machines, là, qui vont s'ajouter aux 4 qu'il y a là, que vous voyez en face, là. Si vous interrogez les gens, ils vous diront un peu d'éoliennes, c'est bien, mais il y en a trop. Bah oui, c'est simple. S'il y en a quelques-unes, elles ne servent à rien, puisque ça produit peu. Donc l'intérêt, c'est quand même de produire un peu plus massivement.
Donc il faut les concentrer, les machines. C'est tout à fait logique. Ils ne sont pas trompés quand ils ont créé les fameux pôles de concentration. Sur le fond, ils ont raison. Sur le plan énergétique, purement, ils ont raison. Je suis un gars de la campagne. Je suis fils et petit-fils d'agriculteurs. Quand on me posait la question quand j'étais gamin, qu'est-ce que tu feras plus tard, évidemment, je répondais comme papa, cultivateur, parce qu'on disait cultivateur à l'époque, on ne disait pas agriculteur. Moi, j'ai des souvenirs très anciens, hein, de moments privilégiés passés au contact de la nature. On avait des campagnes beaucoup plus vivantes. Faut rappeler que c'est une époque où il y avait encore des chevaux. Moi, j'ai connu les chevaux. Hein. Il y avait davantage de personnel dans les exploitations, dans les fermes. Et puis, tous les ouvriers agricoles étaient recrutés dans le village. On avait un paysage où les pâtures, les prairies permanentes dominaient. C'est-à-dire qu'ici, vous aviez des prairies tout autour du village. Et il y avait même des prairies en plaine. Hein. Donc, c'était un paysage beaucoup plus morcelé, beaucoup plus divers, complètement différent. Avec le rebondement, évidemment, et puis l'évolution, surtout, des pratiques agricoles, j'ai vu disparaître tous ces éléments-là du paysage, quoi. Les petits boisements qui gênaient, les talus comme ci, comme ça. De glisser maintenant vers l'énergie, je dirais que c'est la suite logique. L'agriculteur, bon, il a accepté aussi quelque part hein, de rentrer dans ce mécanisme-là, ce dispositif-là. Le paysage, la biodiversité, c'est plus du tout leur sujet. La terre, la terre, elle est là pour produire. C'est un outil, c'est un instrument. Ça s'appelle le lieu-dit la désolation. Alors ce qui fait que moi j'ai pris un peu le contre-pied de ça et j'ai planté pratiquement 1000 arbres et arbustes là, de mes propres mains, oui, oui. Bon, malheureusement, on est encore agressé par les éoliennes, mais je trouve que des constructions au beau milieu de la nature, quelle que soit leur raison d'être, ça reste une offense. C'est une offense qui est faite à la nature et donc quand on peut contrebalancer, et notamment par la plantation d'arbres, c'est une excellente chose tout simplement. Évidemment, on n'est pas dans une région de bocage, hein, c'est pas le cas. Hein. Et ça en reprend les principes, quoi. Donc c'est pour ça que des milieux comme ça, c'est absolument non seulement à préserver, mais il faudrait que ça se multiplie, quoi. Tout est devenu économique, financier, on est sous la tyrannie des chiffres,
Dans nos raisonnements et nos comportements, on devrait revenir à une économie traditionnelle, puisque de toute façon, le manque d'énergie va plus ou moins nous y pousser. Mais bon, quand vous vous parlez d'économie traditionnelle, on regarde avec des grands yeux, quoi. C'est plus du tout dans l'air du temps, alors bon. Mais par la force des choses, on y reviendra peut-être, hein. Dès que les animaux quittent le site, au bout de 15 jours, 3 semaines, reprennent une vie normale. Viens, mes mères, viens. Allez, viens, viens. Viens, Abby, viens, viens. Pendant les 6-7 mois d'été, on a des animaux superbement bien. Et puis, dans 6 mois, on les remet, entre guillemets, à la mort, quoi. Viens. Viens. Moi, je les enferme dans un local où je sais que je ne devrais pas les mettre, quoi. Et financièrement, je n'ai pas les moyens de les mettre ailleurs. On sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit moi je déménage, soit le parc éolien il déménage, puisqu'il a été construit sur la rivière souterraine où il n'aurait jamais dû être construit. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas les moyens de déménager. Et comme on met l'éolien sur le sauveur de la planète, étant le sauveur de la planète, nous, on n'a rien à dire, quoi. Voilà. Nous, on est rien. La campagne, on n'est plus rien. De toute façon, je ne suis pas le seul impacté, puisque on est plus d'une centaine d'éleveurs en France. Dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, on est 4 éleveurs impactés à la suite d'installations de parcs éoliens. Enfin, ça commence à faire beaucoup, quoi. La vote de je sais pas quoi, mais en tout cas... votre santé, déjà, c'est le principal. Voilà. Au succès de Maître Lafort. Comptez à vous, Muriel, Didier, bon courage. On est quand même sur 25 ans de recul. Oui. En gros, entre le premier déclenchement des éleveurs qui ont alerté et que 25 ans après, on est tout le temps dans le même constat et qu'au final, on se dit à un moment donné, c'est l'éleveur qui est accusé d'être un mauvais éleveur. Ça, c'est pas tenable. Mais c'est pour faire traîner, c'est une technique. C'est toujours comme ça. C'est une technique pour épuiser les éleveurs moralement, financièrement, enfin tout. Il faut être solide. C'est dur. Ah ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Parce qu'on n'arrive pas à régler le problème. On n'y arrivera jamais. Au bout d'un moment, on devient des éleveurs fossoyeurs, quoi. On passe autant de temps à les mettre sur le tas d'écarissage qu'à les soigner, quoi. Enfin... Ah bah oui, il n'a qu'à savoir s'occuper de ses vaches. De nous dire qu'on est mauvais éleveurs, qu'on ne sait pas donner à manger à nos bêtes, enfin tous les défauts. Moi j'ai toujours dit qu'on n'était absolument pas contre, de toute façon nous l'électricité on en a besoin, mais que voilà, je ne voulais pas être sacrifié au nom de l'utilité publique. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que il y a quelques problèmes, il n'y a pas des problèmes partout, il y a quelques problèmes ici ou là, mais bon, on ne fait pas une omelette sans casser deux, et c'est quelques paysans, c'est pas grave, voilà, c'est tout. Nous tout ce qu'on demande c'est d'être indemnisés, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu des erreurs. Donc il faut une reconnaissance. Et après, on verra pour l'indemnité. Mais c'est une reconnaissance et surtout, arrêtez, stop. On ne joue pas avec la santé. Ça, c'est primordial. On ne joue pas avec la santé. Et là, c'est pas le cas. Et on a fait un peu le lien avec sauf que
Quand les éoliennes sont arrivées, j'avais 40 ans. J'ai eu 50 ans là, ça fait 10 ans que je me bats là-dessus. Bah, moi, ils m'ont pris une bonne partie de ma vie active, quoi. Pour l'instant, tant que j'ai aucun résultat, je dirais que l'avenir est toujours très sombre. On n'est pas sûr de pouvoir garder l'exploitation, quoi. La seule chose qu'ils m'ont pas volé les promoteurs, c'est mon sourire. Ça, ils n'ont pas arrivé à me le prendre. Le reste, ils me l'ont pris. Mon sourire, c'est ma force. Et il faut se battre, j'irai jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas, parce que c'est un combat qui va durer 20 ans. Hein. Mais j'irai jusqu'au bout.